Bonjour à tous, bienvenue dans Kit Main Libre, une émission proposée par Itch et qui s'intéresse à l'univers du VTC. Aujourd'hui, notre programme, les femmes qui ont choisi ce métier, un métier, rappelons-le, majoritairement masculin, encore aujourd'hui, à tel point qu'on est surpris quand on entre dans une voiture et qu'on voit que le chauffeur est une femme, et même s'il m'arrive de croiser de plus en plus de femmes chauffeurs VTC, il faut le reconnaître, elles sont quand même toujours assez rares. Mais alors, comment l'expliquer ? Pourquoi sont-elles si peu nombreuses et à quoi ressemble le quotidien d'une femme VTC ? On en parle avec nos invités du jour. Bonjour Lala. Bonjour. Vous êtes chauffeur VTC depuis combien de temps ? Ça va bientôt faire 5 ans, depuis 2017. 5 ans, depuis 2017, on en parlera. Moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous avez choisi ce métier en particulier. À vos côtés, il y a Neza. Bonjour Neza. Oui, bonjour. Alors vous aussi, vous êtes chauffeur VTC depuis combien de temps ? Je fais ce métier depuis 2015. Depuis 2015 2015, oui. Ah ben on voit qu'entre 2015 et 2017, il y a une petite féminisation du métier. En tout cas, on le constate ici. Avec nous également Marie-Xavière Vauquier, présidente de l'association Femmes en Mouvement. Bonjour Marie-Xavière. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Femmes en Mouvement en quelques mots ? Alors, Femmes en Mouvement, c'est un réseau professionnel féminin que j'ai créé en 2015 et qui s'intéresse en fait à 2 sujets. Les femmes dans les métiers de la mobilité, où elles sont toujours minoritaires, et la façon dont les femmes se déplacent, parce que les femmes en fait ne se déplacent pas de la même façon que les hommes, parce qu'elles ont notamment une expérience de l'espace public qui est différente. Une association créée, encore, on le rappelle, en 2015. Et d'où vient l'association ? Pourquoi vous avez eu envie de le créer ? Alors, j'ai créé l'association parce que à l'époque, j'étais consultante indépendante. J'avais déjà travaillé pour un opérateur de transport public et j'en avais marre des conférences où il n'y avait que des hommes, en fait, à la tribune. D'accord. On peut même préciser des hommes blancs de plus de 50 ans. Et donc, un jour sur LinkedIn, j'ai dit, j'en ai ras-le-bol de ces conférences où il n'y a que des messieurs pour parler d'un sujet qui préoccupe aussi les femmes. Donc, si ça continue, moi, je vais faire une conférence où il n'y aura que des femmes pour parler de ce sujet-là. Et comme c'était sur LinkedIn, il y a plusieurs femmes qui m'ont écrit et qui m'ont dit « si tu y vas, on y va aussi ». Et c'est comme ça qu'on a fait la première conférence où il y avait 26 femmes pour parler de mobilité toute la journée. Et en préparant cette conférence, on s'est rendu compte que nous-mêmes expertes, on avait intériorisé complètement cette question de la façon dont on se déplaçait. Et on a découvert qu'il y avait des chercheuses qui avaient investigué en fait, sur cette façon, sur ces déplacements et ces déplacements qu'on fait ou qu'on ne fait pas, ou la façon dont on les fait. Et voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet. Du coup, on est passé de cette conférence. Ouais, exactement. Bon voilà. Super. Avec vous, on va évoquer le contexte historico-sociologique qui relate un milieu de transport assez fermé. Ensuite, nous découvrirons le quotidien de ces femmes qui ont fait le choix de devenir VTC avec le parcours et le témoignage de nos 2 invités, bien évidemment. Et puis ensuite, nous chercherons les actions pertinentes et potentielles à développer pour ouvrir ce métier aux femmes en leur donnant des conseils, des solutions et aussi faciliter les démarches. Mais d'abord, pour que tout le monde comprenne bien l'importance de soulever ces problématiques, une question, comment appelle-t-on une femme qui travaille dans le milieu du VTC ? Un chauffeur, une chauffeuse, une chauffeur ? Comment vous voulez qu'on vous appelle, vous ? Moi, on m'appelle conductrice. Conductrice. Ça, on résout le problème de chauffeur, chauffeuse. Les appareils, conductrice aussi ? Les 2, ça m'arrive parfois que les gens me disent « Ah, c'est une chauffeuse !» Ah, mais en fait, non, ça se dit pas. Donc, voilà, donc je pense que chauffeur ou conductrice, c'est parfait. Ça dit tout de notre sujet quand même, Marie-Xavière, qu'on n'arrive même pas à mettre un mot sur cette profession. En fait, c'est un petit peu des excuses qu'on se trouve parce que moi, par exemple, j'ai un diplôme d'ingénieur, donc je suis ingénieur avec un E, et on pourrait très bien admettre qu'on puisse dire chauffeur avec un E, comme auteur avec un E. C'est juste un pli à prendre, en fait. Chauffeur avec un E, donc. Pourquoi pas ? Si on dit bien ingénieur, on ne dit pas ingénieuse. Donc on dit, voilà, si on devrait dire chauffeur, en effet. Voilà. C'est vrai, c'est juste une lettre de plus. Hein. Voilà. Bon, alors, je pense que l'Académie française s'en remettra. Il y a des chauffeurs qui ne sont pas VTC. Le métier existe depuis très longtemps. Mais alors, il faut parler du contexte parce que les femmes ont toujours été assez peu présentes dans les milieux des transports, voitures, trains, avions. Tous les transports sont très connotés masculins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, il faut savoir que pendant très longtemps, en fait, il fallait de la force, tout simplement. En fait, pour conduire n'importe quoi. En fait, quand vous n'aviez pas les aides hydrauliques, en fait, moi, je me souviens, par exemple, que quand j'étais plus jeune, il y avait la direction assistée. C'était une option
Bien qui sûr. changeait la vie, en fait, qui faisait que soudain, vous pouviez conduire une grosse voiture sans avoir l'aide de la force des bras, en fait. Il y a eu des conductrices de tram pendant la guerre, quand les hommes étaient au front, etc. Et en fait, on est resté dans cette idée que c'était des métiers d'hommes. Mais en fait, à partir du moment où vous n'avez pas besoin de force physique, c'est pas un métier d'homme. Simplement, c'est un métier où on n'a pas l'habitude, comme vous le disiez très bien, de voir des femmes au volant. Et du coup, les femmes elles-mêmes se disent que c'est pas des métiers pour elles, alors que, en plus, c'est ça qui est très paradoxal, elles sont souvent d'excellentes professionnelles. Les femmes ont beaucoup moins d'accidents que les hommes, d'accidents graves. Elles ont plus de petits accidents, mais elles ont beaucoup moins d'accidents graves. C'est intéressant, comment on peut l'expliquer ça? Alors, les chercheurs cherchent toujours une explication parce que en France, il faut savoir que 85% des accidents mortels sont provoqués par des hommes. Ça n'a rien à voir avec le nombre de kilomètres parcourus par les hommes ou par les femmes. Et ça, c'est une statistique qui est mondiale. Et en fait, c'est une statistique, l'explication qui a été trouvée, en fait, c'est une appréhension du risque qui est beaucoup plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Et là où un homme se dit « Oh, c'est bon, ça passe », une femme va se dire « Je suis pas sûre, je vais freiner ». C'est étonnant parce que pendant des années, on a entendu cette phrase à la con horrible, femme au volant, mort au tournant. Oui, et qui a un contresens absolument Qui a un contresens absolu, vous parfait. le dites aujourd'hui. Et voilà, et en fait, la direction de la sécurité routière travaille sur ce sujet-là depuis des années et sans réussir à se rendre audible. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que si vous dites en fait à des entreprises, en fait, vous devriez embaucher plus de femmes, mais qu'il n'y a que des hommes qui arrivent, comme il faut bien délivrer le service, du coup, elles prennent les hommes. Et une fois que vous avez beaucoup d'hommes, leur expliquer qu'en fait, ils conduisent moins bien que les femmes, c'est un véritable imbroglio, quoi. Mais voilà, le fait est que les gens qui roulent sans permis sont très souvent des hommes. Les grosses infractions, ce sont très souvent des hommes. Dans les stages de récupération de points, ce sont essentiellement des hommes. Et voilà, donc nous, on est contents chez Femmes en Mouvement quand on nous donne l'opportunité de rétablir cette vérité-là. Alors Marie-Xavière, vous aviez souligné un problème quand même assez profond, c'est que peu de femmes veulent faire ces métiers. Est-ce que vous, Néza, là, petite, vous imaginiez pilote, chauffeur, comme plein de petits garçons dans la cour de récréation? Non, pas du tout. En ce qui me concerne, pas du tout, non. Vous imaginiez quoi? Un truc un peu dangereux. Moi, je voulais être journaliste d'investigation. D'accord. Voilà, journaliste de guerre. Ok. Ouais. Et vous, Néza? Alors moi, c'était la médecine. D'accord. Donc ça n'a rien à voir. Les métiers du care, donc des Voilà. métiers plutôt féminins. Tout à fait. Loin des métiers d'hommes, qu'on imagine en tout cas être des métiers d'hommes. Très loin. Et c'est vrai que du volant. Oui. Et la conduite, c'est vrai, c'était quelque chose, c'était un plaisir en fait. J'adorais conduire, faire des courses, etc. Mais c'était pas pour travailler, c'était pas envisagé. À partir de quel moment, Marie-Xavière, on se voit que les métiers du transport se féminisent petit à petit? Est-ce que juste après, comme vous le disiez tout à l'heure, la direction assistée, on a senti une féminisation ou est-ce que ça a pris du temps? Ça prend encore du temps aujourd'hui. En fait, ça n'a pas du tout... ça a pas du tout changé. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, notamment par les entreprises qui adhèrent à Femmes en Mouvement, comme Hitch ou comme la SNCF, la RATP, etc. Elles cherchent toutes en fait à recruter plus de femmes. Mais il y a effectivement toujours cette idée que ce sont des métiers qui sont plus pour les hommes. Et donc, il faut faire des efforts assez considérables pour faire venir en fait des jeunes femmes à ces métiers-là. Il y a aussi ce que vous disiez très bien tout à l'heure. En fait, spontanément, en fait, les femmes vont s'orienter vers les métiers du care, comme vous le disiez. Et en fait, à partir du moment où vous êtes engagé dans des carrières, pour un jeune garçon, par exemple, un jeune garçon qui est pas dans la filière classique, en fait, on va très vite lui proposer des postes d'électricien, de mécanicien, des choses autour de la mécanique. Ou même autour etc. de la logistique, par exemple. Oui, voilà, autour de la logistique. Et après, ils vont pouvoir spontanément en fait, reprendre ce chemin-là. Sauf que quand vous avez été esthéticienne, puéricultrice, aide-soignante, c'est des métiers qui sont quand même assez loin. Et du coup, on a du mal à faire revenir des femmes en fait, sur ces sujets-là. Or, il y en a dans tous les métiers et souvent elles sont très bonnes, souvent elles s'y épanouissent, mais voilà, elles ont toujours un petit côté pionnière et tout le monde ne se sent pas l'âme d'une pionnière.
Alors les derniers chiffres que j'ai trouvés sur cette question, liés à la féminisation ou non des métiers du transport et de la logistique, c'est 20% des professionnels du transport et de la logistique seraient des femmes. Alors dans ces 20%, il y a aussi énormément, on le disait, de métiers du care, donc des transports liés à la santé. Ça paraît pas mal, 20%, mais c'est encore trop peu, on est très loin de la parité. Ah bah oui, et puis les 20%, vous cachez certains arbres dans la forêt. Vous allez avoir 25% chez les conductrices de bus, par exemple. Ça doit être la statistique moyenne depuis quelques années dans le métier. Chez les chauffeurs de taxi, c'est autour de 7%. Chez les VTC, c'est encore moins. C'est 3-4%. Le pire du pire, c'est les livreuses à vélo. Les livreuses à vélo, sur Paris, au dernier recensement, elles étaient 5. J'en ai pas vu, moi. J'en ai jamais vu. 5. Et comment on peut l'expliquer, 5 c'est simple, en fait, c'est des métiers sur lesquels il y a aucune façon pour une femme de se projeter. Et du coup, en fait, elle s'auto-censure. Nous, dans notre première conférence, il y avait une jeune fille qui était venue et qui était pilote de Formule 3000 de mémoire. Et donc, elle était née dans une très bonne famille où il y avait l'argent nécessaire à faire une carrière de pilote de course parce que voilà, il faut de l'argent, on ne va pas s'en cacher. Et un jour, elle a dit à son père, elle lui a dit « Oh, mais c'est quand même dommage que les filles soient interdites de volant dans toutes ces courses parce que sinon, moi, je ferais de la course auto. » Et son père lui a dit « Mais pas du tout interdite. De quoi tu parles ?» S'il n'y en a aucune, c'est que c'est interdit. Sinon, il y en aurait. Et c'est vrai que en fait, la seule conductrice de Formule 1 dont on se rappelle un peu, c'est Michèle Mouton. Michèle Mouton, elle avait terminé sa carrière quand j'étais petite, donc ça remonte à 50 ans, un truc comme ça. Et voilà, il faut des rôles modèles. En fait, il faut pouvoir se dire oui, c'est possible, oui, je peux le faire. Elles l'ont fait. Et voilà. Et aujourd'hui, voilà, ces rôles modèles, il n'y en a pratiquement pas, quoi. Bon, donc, là, on a sous la main 2 rôles modèles dans un métier qui est encore trop peu féminisé. Moi, ce qui m'intéresse avec vous, ce serait de savoir, est-ce qu'il y a des clients, des clientes qui vous font un retour sur vos prestations, qui disent que c'est peut-être mieux, peut-être plus sécurisant pour eux d'avoir un chauffeur avec un E plutôt qu'un chauffeur sans E? En général, toutes les femmes, toutes les jeunes filles adorent tomber dans une voiture où il y a une femme qui conduit. D'abord parce que ça sent le parfum. Pendant la mienne, toujours. Dès qu'elles rentrent, elles me disent « Ah bah, ça fait plaisir, une voiture de femme ». Mais elles sentent... c'est pas une question, elles me disent les messieurs sont très sympas, hein, ils sont sympas, gentils, on peut avoir des belles conversations avec eux, etc. Mais je sais pas, elles disent on a quand même un sentiment de détente qui est super chouette. Elles sont toutes contentes. Toutes. Et elles font la remarque, elles le disent. Et elles trouvent que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de femmes chauffeurs, et surtout la nuit. Bah oui, parce que se pose le problème de la nuit, parce que la nuit, oui, les femmes se sentent moins en sécurité. Neza, vous le ressentez aussi? Oui, tout à fait. Toutes les clients, hommes ou femmes, c'est vrai que quand ils montent parfois, surtout le soir, ils ne regardent pas leur téléphone. Et du coup, quand ils rentrent, ils trouvent une femme, ils sont très contents. Donc, ils le disent, comme ma collègue a dit. Ils sont très contents, énormément. Donc, j'ai beaucoup de clientes, j'ai fidélisé pas mal de clientes avec lesquelles je travaille en privé. Justement parce qu'ils préfèrent une femme, les récupérer le soir après les sorties de boîte, etc. Après une sortie le samedi soir, le vendredi soir. Et c'est vrai que oui, ils sont très contentes. Et ils veulent même, parfois, les clientes demandent pourquoi on ne peut pas choisir un chauffeur femme. Sur l'application, quand on commande, pourquoi on ne peut pas choisir? C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Ah, c'est intéressant ça. Il y a des clientes qui seraient intéressées par cette option? Oui, pour la plupart, c'est ce qu'ils disent. C'est qu'en fait, ils veulent choisir. Et du coup, pour l'instant, ça ne peut pas marcher parce que j'ai posé la question à des plateformes, etc. Mais ça ne pourra pas marcher parce qu'il n'y a pas énormément de femmes. Ben, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'on est très peu. On est autour, je pense qu'on n'est même pas 1% de femmes. 3%, elle a dit. 3%, ouais, c'était les chiffres de Marie-Xavier. C'est un chiffre approximatif. Oui, je pense qu'on n'est même pas 1%. On est vraiment très peu. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Maintenant, moi, quand j'ai passé la formation, on était, je pense, quand on a été donc pour passer l'examen, on était, je crois, 400 personnes. D'accord. On était 7 femmes. 7 femmes. 7 femmes. Et dans ma formation, on était 30 personnes. On était 2 femmes. D'accord. Quand j'ai passé la formation. Donc, on est vraiment très peu. Ça commence, c'est vrai que les filles, maintenant, posent la question, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas dangereux? Mais en fait, je pense que le fait la question qui revient toujours, c'est ils ont peur. C'est qu'en fait, ils me disent, quand je travaille le soir, ils me disent, est-ce que vous n'avez pas peur?
mais si c'était ma fille, je la laisserai pas faire. Donc c'est vrai que c'est plutôt la peur en fait, c'est le danger du soir. La sécurité, oui. C'est la sécurité, c'est ça qui est. Après, il y a des chauffeurs, même des hommes, qui ne veulent pas travailler le soir pour des questions de sécurité. On peut très bien travailler la journée. Tout à fait. Donc moi, je fais les deux. Je fais ça depuis 2015 et pour être honnête, je n'ai jamais eu de problème. Ça se passe très bien avec mes clients. J'ai jamais eu de manque de respect, ni d'agression, ni quoi que ce soit. Et vous travaillez tout le temps, toute la journée. C'est pas une activité à côté? Non, c'est mon travail principal pour l'instant. D'accord. Oui. Ok. C'est intéressant ce que vous dites de parler de... Est-ce que vous avez eu des problèmes, par exemple, là Non, sincèrement, non. J'ai pas eu de gros soucis à noter, non. D'accord. Moi, ça m'intéresserait de savoir, parce que, comme vous le dites, c'est assez rare. Et moi je travaillais normalement la journée. Je n'ai jamais travaillé. Depuis 2 semaines, j'ai commencé à sortir le mercredi soir, donc vers 16, 17h, 18h, jusqu'à des 2h, 3h du matin. Ok. Aucun problème. Vraiment aucun problème. Donc c'est peut-être un peu surfait ce truc de crainte de travailler la nuit, mais sincèrement je me suis pas sentie. Non seulement je me suis pas sentie en manque de sécurité, mais j'ai vu une clientèle très sympathique, très respectueuse, donc ça s'est super bien passé. Donc j'ai réitéré en fait. C'était super. Après, il faut en fait, j'ai des collègues, comme je représente en fait l'association je représente les femmes VTC de France. Et il y a des femmes qui ont eu des problèmes, des graves problèmes, comme de la drague, mais qui a été assez loin, des attouchements, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des problèmes aussi, il faut le dire, en journée comme le soir. Donc ça, on est en train de travailler par rapport à ça. Notre association aussi a un numéro d'urgence, mais sauf la journée, pour l'instant, on ne peut pas faire le soir parce qu'on n'a pas, par un manque de moyens. Donc, d'accord. On n'a pas un numéro d'urgence. Il y a quand même votre association qui accompagne les femmes. Par exemple, les femmes qui nous regardent et qui ont envie de devenir VTC, elles peuvent prendre contact, elles peuvent vous... Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc, et quels sont les types d'accompagnement que propose l'association? L'association, donc en fait, vous savez que c'est un métier masculin. Bien sûr. Donc c'est vrai que l'association, donc en fait, on est des groupes WhatsApp et du coup, on partage. Donc c'est pas moi, il y a des mecs qui ont des sociétés de transport qui travaillent avec des personnes, par exemple, avec des Saoudiens, etc. et qui partagent ce genre de courses. Donc pour les femmes. Et il y a aussi... Parce qu'il y a des personnes qui cherchent des courses spécifiquement féminines, là, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Tout à fait. D'accord. Oui, tout à fait. Donc, donc c'est aussi un réseau professionnel, ce n'est pas qu'une association de soutien à des femmes Non, c'est un réseau professionnel qui peut aussi aider pour, par exemple, mettre en relation donc, les chauffeurs avec des sociétés pour création de sites internet, pour aider pour, par exemple, la réactivation de comptes avec les plateformes. Donc, voilà, il y a l'association. Quand certains comptes sont désactivés, on en parlait tout à l'heure hors et en antenne, mais il faut peut-être l'expliquer aux gens qui nous regardent. Il y a des comptes qui sont parfois désactivés pour X ou Y problème. Et vous accompagnez certaines personnes. Tout à fait, que ce soit les hommes ou les femmes. Envisager des réactivations. Oui, tout à fait. D'accord. Moi, j'aimerais bien savoir un peu plus sur vos parcours respectifs. Parce que je me demande, quand on est une femme, comment on devient VTC? Quel a été le déclic pour vous, Lala? Moi, ça a été la fatigue. Je m'explique. Moi, je suis cadre en restauration. Donc, j'ai dirigé des restaurants. J'ai travaillé très, très dur, avec des horaires impossibles. Je suis arrivée à des 18 heures par jour, à porter des charges lourdes, etc. Bon, il faut savoir que j'ai 3 enfants. Et donc, j'avais plus de vie de famille. Ça commençait vraiment à me fatiguer. Donc, je me suis posée un jour et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Et en faisant ma petite liste, les pour et les contre, j'ai trouvé que le VTC était la solution à ce que je recherchais. C'est-à-dire travailler à mon compte, travailler avec des horaires que je choisirais, et travailler seule aussi parce que je ne voulais plus gérer de collaborateurs. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire... Et j'adore la conduite. Pardon, il faudrait peut-être le préciser. Oui, c'est primordial. Je rêverais de faire un Aïcha des Gazelles, un rallye Aïcha des Gazelles, mais ça coûte un peu. Je n'ai pas les moyens, mais je rêverais. Donc c'est comme ça que m'est venue cette idée-là. Et j'ai sauté le pas tout de suite. J'ai pris le risque, j'avais 3 enfants. J'ai pris le risque, je suis partie me renseigner auprès du Pôle emploi, qui m'a pris ma formation en charge. J'ai fait ma formation, j'ai eu l'examen du premier coup, j'avais pas trop le choix, on pouvait pas manger des pâtes pendant 2 ans. Et puis donc du coup, je m'y suis mise naturellement et franchement c'était génial, c'était une révélation. C'est intéressant que vous parliez à ce point de votre vie de famille, parce que moi quand j'ai croisé des chauffeurs avec un E, donc toutes m'ont parlé
de leur vie de famille. Alors, les 3 chauffeurs que j'ai croisés cette année, par exemple, étaient toutes des mères au foyer qui avaient envie de se reconvertir professionnellement parce qu'elles ne voulaient pas renouer avec leur métier d'avant parce que prenant trop de temps et voulant garder un peu de place pour leur vie de famille. Et donc, du coup, c'était un bon compromis de pouvoir gérer ses horaires, de pouvoir participer à la vie de famille quand il fallait accompagner son gamin à un cours de danse ou un match de foot. Et ça vous le permet en réalité. Vous êtes libre de vos journées. C'est une liberté merveilleuse pour moi. Hein. C'est vraiment pouvoir gérer son temps et puis aussi gérer son porte-monnaie. Parce que, comme l'a dit quelqu'un que je ne citerai pas, si vous voulez gagner plus, travaillez plus. C'est-à-dire que vous pouvez en plus faire, je ne sais pas, je dis une bêtise, admettons, je ne sais pas, votre frigo vous lâche ou un truc comme ça, vous avez besoin d'un petit billet supplémentaire que vous n'avez pas. Vous savez quand vous organisez chez vous, mais si vous sortez, vous travaillez, je ne sais pas, 10-12 heures de plus, vous pouvez régler le problème relativement rapidement. Ce que vous ne pourrez pas faire avec un salaire, parce qu'il faudrait attendre que le mois arrive, etc. Machin. Donc ça, c'est ce que vous espériez au moment où vous êtes lancé dans cette activité. Est-ce que ça correspond à la réalité du métier ? Est-ce qu'en réalité, vous n'êtes pas obligé de travailler tout le temps ? Est-ce que vous n'êtes pas aussi fait par ce métier ? Alors, je travaille un peu plus parce que je veux gagner plus, j'ai un autre projet, mais oui, dans le sens de liberté et de pouvoir être indépendant et de pouvoir prendre son café quand on a envie, se poser... Moi, je sais pas, je fais un portfolio, par exemple. J'adore les cafés, les enseignes art déco. Je peux me poser quand je veux. Je prends des photos, je prends mon café, je m'arrête 5 minutes, je rallume, je reprends. Enfin, c'est où vous allez trouver ça ? Ça n'existe pas. Et moi, cette liberté-là, même si elle a un certain coût, je veux bien le payer. Et vous, Naza, pourquoi vous avez choisi ce métier pour la liberté aussi ? Non, c'était en fait quand j'ai commencé à faire le VTC, j'étais aide-soignante, donc je travaillais en tant que salariée et j'étais aussi donc aide-soignante à mon compte. Et en fait, j'avais quand même les week-ends et j'avais le soir. Et donc, j'avais un problème familial, donc j'avais perdu mon père à cette époque-là. Et il me fallait quelque chose pour remplir ce temps libre. C'est que j'arrivais pas à dormir, etc. Il fallait quand même quelque chose compatible avec mon planning déjà en place. Okay. Donc, c'est là où j'ai trouvé donc, le Uber. Donc, j'ai commencé avec Uber. Donc, c'est là où j'ai commencé à travailler en tant que VTC. Et donc, j'ai travaillé pendant 1 an. Ça veut dire que je travaillais en journée en tant qu'aide-soignante et le soir, je travaillais en tant que VTC. Et pendant 1 an, donc au bout d'un moment, je me suis arrêtée, je travaillais avec des capacitaires et c'était pas en fait un côté professionnel, enfin c'était pas pour l'argent, on va dire, c'était juste pour faire quelque chose. Et au bout d'1 an, je me sens fatiguée, je vois que je gagne rien, c'était pas rentable. Et là, donc, il faut quand même faire quelque chose. Donc, je me suis arrêtée, j'ai arrêté pendant 6 mois. Donc, j'ai continué ma profession d'aide-soignante. Après, j'ai perdu pas mal de patients, donc que j'ai suivi plusieurs années. Et là, je me suis dit, et c'était fatigant, c'était le moral, la santé aussi, c'était vraiment très dur. Et du coup, je me suis dit, en fait, il faut que je reprenne le VTC. Et j'ai repris le VTC du coup. Et c'est vrai que j'ai repris le VTC pour la liberté. Parce que c'est vrai que c'est l'avantage. On est libre de se connecter quand on veut, de travailler quand on veut, de s'arrêter quand on veut. Mais bon, il y a quand même un inconvénient parce qu'on travaille beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de concurrence. Il y a aussi, et les prix sont pas rentables en fait. Les prix sont très bas et c'est vrai que il faut travailler beaucoup pour être rentable. Et ça, c'est le côté qui me dérange en fait un peu dans l'activité. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier ? C'est la liberté. La liberté. Voilà, c'est la liberté, c'est être libre, faire ce qu'on veut, se connecter quand on veut. Aussi le contact. C'est vrai qu'on rencontre pas mal de personnes différentes, de cultures différentes. Aussi conduire, ça c'est primordial, j'adore conduire. C'est vrai qu'à Paris ça devient compliqué, mais voilà. Être en contact avec les gens. Et j'ai parlé en introduction, moi, de ma surprise à chaque fois que je voyais une conductrice, une chauffeur. Vous la ressentez, vous la percevez, cette surprise dans le regard de vos clients, de vos passagers ?
Il existe encore pas mal de passagers qui, quand ils rentrent, d'abord m'appellent monsieur parce qu'ils m'ont pas bien regardé. Je confirme. Ah bon? Oui. Ah, c'est étonnant. Ouais. Bonjour monsieur, c'est l'habitude ça. Bonjour monsieur. Je lui dis oui, bonjour madame. Ah ben non, c'est une dame. Jusqu'à preuve du contraire, oui. Et puis ils me disent mais c'est la première fois. Il y a encore des premières fois. Donc je leur propose de faire un vœu parce que il paraît qu'on doit faire un vœu quand c'est la première fois. Et mais il y a encore des gens qui sont surpris de tomber sur un chauffeur. Une chauffeur, pardon. Oui, ça c'est l'habitude aussi. De tomber sur une chauffeur. Il y a encore des gens qui sont surpris parce qu'ils n'ont pas encore... si 3% en même temps, je peux comprendre. Et quelle est la perception de vos passagers? Est-ce que vous sentez parfois une petite crainte parce qu'on se dit, avec les préjugés, on a toujours vu des hommes au volant. Est-ce qu'il y a des passagers qui vous le font sentir aussi? Alors au début, quand je mettais mon téléphone du côté droit, oui, parce qu'ils suivaient le GPS et qu'ils étaient stressés. Donc du coup, j'ai trouvé la combine, je le mets du côté gauche. Et pourquoi ils sont stressés par le GPS? Dites-moi tout. Mais alors, ils ont l'œil sur le GPS, donc ils voient une femme. Donc la plupart du temps, ce sont quand même des messieurs. Parce que les femmes se laissent faire. Les messieurs sont un peu sceptiques quand c'est la première fois. Et donc, je sais pas, ils ont cet écran comme ça, ils voient ce chemin, ils se disent, bon, elle va se tromper, elle va pas prendre le bon truc. Est-ce que le temps va correspondre à ce qu'elle m'a annoncé? Est-ce que si, est-ce que ça? Enfin, ils gardent l'œil dessus. Donc, j'ai trouvé le truc, je le mets à gauche, ils le voient plus. Ils me disent, mais vous avez un GPS? Oui, monsieur. Mais il est où? Mais je l'ai caché, monsieur. mais en final, ils sont bien agréablement surpris quand ils arrivent. Pas déçus. Mais ça, je pense, en fait, pour suivre le GPS, c'est vrai qu'au début, en fait, ils croyaient que c'était comme les taxis, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. En fait, parce que moi, plusieurs fois, je mettais mon GPS, mais le client à côté, il mettait son GPS aussi, pour savoir est-ce que je suis vraiment le même chemin. C'est en fait, ils pensaient que c'était comme les taxis, c'est en fait faire des détours pour gagner plus. Oui. Donc, alors que le prix est fixé. Alors que le prix est fixé, mais après les gens ont compris ça et du coup, ils suivent plus GPS. Mais quelquefois, on l'entend derrière, tourner à droite et là on sourit, on se dit il y a son GPS derrière. Après, il y a aussi peut-être tout simplement le cliché des femmes et de l'orientation, un cliché qui perdure encore aujourd'hui. Aussi, oui. Qu'est-ce qui est le plus dur au quotidien pour une femme VTC? Alors, pour moi, c'est plutôt la circulation. C'est assez pénible. D'accord. Mais ça, pour le coup, même les hommes, ils sont soumis. Oui, tout à fait. Si une femme... En tant que femme, ouais. En tant que femme, pour être honnête, je travaille et j'ai pas de problème. Avec mes clients, ça se passe très bien. Donc, non, j'ai pas de problème. Non. Vous voyez pas de différence là, non, peut-être? Pas du tout. Moi, j'en avais une petite comme ça, je sais pas si je peux le dire, mais je m'en suis vraiment rendu compte quand il y avait... la pandémie, quand les cafés étaient fermés, moi, c'est la pause pipi. D'accord. C'est-à-dire... Je sais pas, ça vous... J'aurais peut-être pas dû. Non, mais alors moi je pense que en fait vous mettez le doigt sur un vrai problème en fait pour les femmes parce que en fait dans les transports en général en fait la question de l'hygiène féminine elle est pas du tout prise en compte et notamment parce que en fait les messieurs font pipi debout grande révélation et en fait les filles on a déjà essayé, c'est quand même assez compliqué et en fait ça c'est un vrai sujet parce qu'il y avait par exemple si on prend les transports publics il y avait tout un temps où vous aviez pas de toilettes en bout de ligne. Donc comment vous faites en fait quand vous pouvez pas aller aux toilettes, quand vous avez vos règles tout simplement en fait, quand vous avez besoin d'un petit peu d'intimité. Non mais ça c'est moi je pense franchement à force d'y réfléchir, je pense que ça c'est un vrai sujet. Oui. Et par exemple dans les premières rames TGV aussi, il n'y avait pas de toilettes pour les conducteurs. Et donc du coup les messieurs en fait faisaient pipi dans des bouteilles. Donc les filles faisaient pas pipi dans les bouteilles. Et du coup, les filles n'étaient pas conductrices de TGV, tout simplement, parce que en fait, ce truc-là était un vrai problème. Et à la SNCF, ils s'en sont rendus compte parce qu'ils faisaient des journées d'initiation en fait, au métier de la SNCF pour des jeunes filles. Et une fois, ils ont comme ça une jeune fille qui est montée dans la cabine du TGV, qui a dit ils sont où les toilettes? Il n'y a pas de toilettes. Bon, moi, je ne peux pas faire ce métier. Voilà, fin de l'histoire, quoi. Donc maintenant, en fait, Alstom fabrique des TGV avec des toilettes en cabine. Alors, je ne me suis pas posé la question de exactement comment on fait pour aller aux toilettes quand on conduit un TGV. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de descendre de votre TGV, de le garer en pleine voie et de courir trouver des toilettes en la gare.
Donc voilà, il y a et ce sujet-là, c'est un vrai sujet parce que aussi, voilà, vous avez, comment dire, vous avez un besoin. Non, mais puis si vous êtes enceinte, en fait, tout simplement, en fait, moi j'ai des souvenirs de voyages comme ça avec des copines qui étaient enceintes et en fait on faisait effectivement des pauses toilettes toutes les demi-heures. Moi, j'étais pas affectée par ce problème-là, mais voilà, c'est un vrai sujet en fait, et c'est un sujet qui est un sujet tabou et qui est en train de se lever. Et moi, je pense que ça changera beaucoup de choses parce que effectivement, quand tu auras assez de femmes pour qu'elles osent prendre la parole pour dire moi j'ai besoin de ça pour faire mon métier sereinement, que ça se passe bien et tout, c'est la même chose que quand vous aviez les calendriers Pirelli dans les ateliers avec des femmes à poil partout. Moi, j'ai commencé ma carrière chez Keolis en 2006. C'est en 2008 qu'il y a eu un mouvement qui a dit non mais ça suffit, ces trucs qui sont avilissants. Allez hop, tout le monde, on dégage des calendriers Pirelli, quoi. Vous les mettez chez vous si vous avez envie, messieurs, mais vous les mettez pas à l'atelier. Voilà, c'est pas la place. Mais c'est vrai que c'est un problème que j'avais jamais soulevé. On a souffert, hein. On a eu mal, hein. Vraiment, on a eu mal parce que... Donc du coup, ça se passait comment ? Vous deviez faire un arrêt chez vous systématiquement ? Du coup, alors je vais pas citer l'endroit, mais du coup, j'ai mon petit repère dans le 18e, mon petit café dans le 18e, j'ai mon petit traiteur libanais dans le 15e, j'avais un circuit comme ça. Moi, j'habite les Yvelines, hein, donc j'allais pas retourner à chaque fois chez moi. Donc j'essayais de me rapprocher, donc je perdais de l'argent puisque je devais, de là où j'étais, arrêter la course et courir soit dans le 18, soit dans le 15e. Les toilettes publiques, j'avais jamais mis les pieds, j'ai été obligée d'y aller une fois, j'avais ma collègue Annette au téléphone dans l'oreillette pour qu'elle me dise comment ça fonctionne, parce que j'avais peur de me faire enfermer dedans, la douche et tout. Hein. Non mais c'était, franchement là, c'est drôle, mais sur le moment, quand on est plié en deux et qu'on souffre, parce que c'est de la douleur, hein, c'est de la douleur. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Attends, ils ont fermé les cafés, on est mal. On perd peut-être des fois 1-2 heures, 3 heures par jour parce qu'on doit aller courir vite pour se rendre à l'endroit qu'on s'est ouvert. Parce qu'attention, c'était clandestin. Hein. On passait par la porte de derrière, il fallait pas qu'on nous voie et tout. J'avais l'impression de faire une prohibition, un truc de fou, alors que je voulais juste aller aux toilettes. Mais ça a été franchement, durant la pandémie, ça a été dur. Hein. C'était quoi déjà la question du départ parce qu'on pas Non, mais c'était les difficultés liées à l'activité de chauffeur VTC quand on est une femme. Et en l'occurrence, c'est une vraie difficulté soulevée là. Et là, vous avez 50% des toilettes publiques donc, où j'avais jamais osé rentrer. Vous avez 50% qui sont soit impraticables parce que c'est pas possible, soit qui sont en panne. Et j'étais pas la seule, hein. Il y avait des touristes, il y avait des femmes enceintes, il y avait des personnes il y avait tout le monde qui utilisait à ce moment-là. Et franchement, ça a été vraiment une grosse difficulté. Mais pendant le confinement, c'est vrai que le premier confinement, le vraiment premier, ils étaient propres. Ça, moi, c'était ma solution en fait. Là, ils étaient propres parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, etc. Et c'est vrai que les toilettes publiques étaient propres. Enfin, la plupart. Après, ça dépend. J'ai des endroits, j'ai des toilettes, je sais lesquelles qui sont propres. Donc, j'y vais pas dans le. Nous, on avait 3 kilos de lingettes. Encore un peu, on avait le seau, la serpillière, la javel, tu vois. C'est intéressant que vous avez été jusqu'à cartographier des endroits. Oui, je suis obligée. Pour pouvoir aller, c'est vrai que c'est une partie du quotidien qu'on n'évoque jamais et qu'on ne connaît pas, qu'on connaît mal. Est-ce que vous avez une autre anecdote à nous raconter concernant le quotidien de femmes chauffeurs VTC ? Neza, peut-être ? Alors, moi, en fait, c'était un samedi soir, c'était vers 5h du matin. Et du coup, je prends une jeune fille. Il y a ses amis qui la mettent dans la voiture. Et donc, en arrivant chez elle dort direct de toute façon. Et en arrivant chez elle, je n'ai pas pu la réveiller. J'ai passé un quart d'heure pour la réveiller. Donc, elle ne tient pas debout. Il faut que je l'aide. Elle est assez grande, assez costaud. Donc, il fallait que je la réveille. Il faut que je l'aide pour rentrer chez elle. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je n'oublierai jamais parce que c'était marrant. Et c'était quelqu'un qui était sur la route parce que je ne pouvais pas la tenir toute seule, qui a pu la tenir avec moi, en fait, pour la faire rentrer chez elle. Et voilà. Bon, elle a eu de la chance de tomber sur vous. Hein. Oui, il a eu de la chance. Ouais, c'est vrai que... Ouais. Mais je pense que c'est pour cette raison-là que les filles veulent plus de chauffeurs femmes que d'hommes, surtout les soirs, en rentrant de soirée. Et là, peut-être une autre anecdote j'ai eu trois jeunes hommes qui m'ont fait de la chorale, a cappella, qui m'ont chanté et tout. Franchement, c'était chouette. En plus, ils avaient des belles voix. Et un jeune homme qui s'est changé pour aller à un mariage. J'espère que c'était pas le sien parce que donc il m'a dit ne regardez pas. Et il s'est dévêtu à l'arrière. Il s'est changé. Et j'ai retrouvé un autre homme à la sortie. Il s'est changé pour aller à son mariage. Mais comme dans un film américain. Exactement, c'est ce que je lui ai dit.
Je vous assure, c'est ce que je lui ai dit. C'est étonnant. Bon, en tout cas, Franchement, c'est c'était des marrant. anecdotes très joyeuses, comme quoi le métier est très joyeux quand on est une femme. Oui, tout à fait. Est-ce que, par moment, vous vous sentez peut-être un peu en insécurité ? Ça arrive. Ça arrive. Une fois, donc c'est vrai que j'ai jamais eu de problème, mais parfois c'est vrai que quand je vois le client, je sais à peu près si c'est quelqu'un qui a envie de parler, si c'est quelqu'un d'agressif ou pas. Et c'est vrai qu'une fois j'avais pris donc 4 personnes. Et à l'époque c'était avant le Covid, on pouvait donc prendre 4 personnes. Et c'est vrai que là c'était 4 personnes costauds avec la bière à la main. Et là j'avais vraiment peur. Donc c'était que j'ai pris à Place de Clichy et à déposer dans le 78, donc dans une zone industrielle. Et là, j'avais très peur. Et en fait, je ne pouvais pas annuler la course parce qu'ils étaient juste là. Et je les ai pris, mais c'est bien passé. Ils étaient très sympas. On a discuté au long du trajet. C'était très sympa. Mais j'avais peur quand même. Enfin, au début, avant de commencer à discuter avec eux, j'avais très peur. Lala, peut-être vous aussi, à certains moments, vous vous sentez en insécurité ? Non, pas du tout, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ça arrive peu ? Sincèrement, ça arrive peu. Ça arrive peu. Mais une insécurité, même si elle est rare, elle est ce qu'elle est, quoi. C'est-à-dire qu'elle peut vite déboucher sur quelque chose de dramatique et peut-être d'irréparable. Marie-Xavier, que faire pour sécuriser un peu plus ces femmes qui font le choix d'être chauffeur VTC ? Est-ce qu'il y a des processus à mettre en place ? Des processus, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que, en fait, dans la tête des gens, une femme, c'est quelqu'un de fragile, en fait, et qui va pas trop se défendre. Voilà. Et donc, moi, par exemple, je prends des cours de boxe, en fait, depuis 3 ans. Et le facteur déclenchant, alors c'est pas que je veuille cogner sur des gens, mais je me dis juste, en fait, déjà, si je me mets en garde, c'est-à-dire, se mettre en garde, c'est ça, quoi. Protéger sa poitrine, ses côtes, le bas de son visage. La personne en face, en fait, si elle se dit, oh, celle-ci, peut-être pas se laisser faire, je vais peut-être chercher une autre cliente. Voilà, rien que ça, moi, ça me rassure, en fait, et aussi dans ma posture, aussi dans ma façon de m'affirmer, un peu comme vous le disiez, là. Et en fait, moi, je me suis mise à prendre ces cours de boxe parce que, en fait, c'était chez Femmes en Mouvement, on avait reçu Audrey Pulvar parce que, voilà, elle avait une certaine notoriété et tout, et puis, en fait, elle était connue pour être cycliste à Paris, et pour pas, elle tweetait pas mal, en fait, quand elle faisait du vélo, elle se laissait pas faire. Et au cours de cette soirée, elle nous a dit qu'elle avait fait de la boxe pendant 7 ans. Et ce soir-là, je suis repassée par chez ma sœur et j'ai croisé ma nièce qui faisait aussi de la boxe. Et c'était pendant la Coupe du Monde de foot féminin. Et je vois ma nièce qui est blonde, aux yeux bleus, petit format, toute mignonne, une vraie petite poupée, rentrer. Et je lui dis, disons, tu rentres à 11h30, t'as pas peur ? Elle me dit, je fais de la boxe, moi. Je sais me défendre. Je me suis dit, waouh ! Allez, entre Audrey Pulvar et ma nièce le même soir qui me parle de boxe, et du coup je me suis mise à la boxe. Et en fait, je pense que si en fait on était plus nombreuses à se former à ça, ne serait-ce, je dis pas que en fait on va être capable de mettre un coup de boule ou je ne sais quoi, mais qu'on ait des minimums en fait de connaissances, d'attitudes à adopter ou je ne sais quoi. Par exemple, à les SNCF, ils apprennent au contrôleur. Un contrôleur, il va toujours se tenir à la distance d'un bras tendu d'un client. D'accord, je tends mon bras comme ça. Le contrôleur, il va jamais s'approcher plus que ça. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous avez un contact, déjà c'est une agression. Donc ça veut dire que vous devez aller porter plainte, machin. Et surtout, en fait, si vous restez à une distance suffisante, vous allez, rester en fait dans le domaine de l'agression verbale, qui est quand même moins grave que l'agression physique. Et ça va éviter que la situation s'envenime. Mais tout ce genre en fait de pratique, c'est pareil sur comment arrêter. Si vous voyez une femme qui se fait harceler dans la rue, est-ce que vous savez quoi faire pour arrêter ça ? Qu'est-ce que vous allez faire vous ? Tout dépend de la situation. Mais en de fait, manière instinctive, en réalité, je ne vais pas mettre en place des processus. Vous allez aller lui demander l'heure. D'accord. Tout simplement, pour casser le face-à-face, pour casser, voilà, vraiment, on ne peut pas dire mieux que ça, pour casser le face-à-face, vous allez lui demander l'heure, vous allez faire semblant de la reconnaître. Salut, comment tu vas ? Mais ça fait des années, mais qu'est-ce que je suis con. Allez, viens, on va boire un café. Mais rien que je vous dis ça, la prochaine fois que vous voyez une nénette qui se fait embêter dans la rue, vous aurez 2 éléments de réponse plutôt que de rester figé comme je sais pas quoi, en vous disant mon Dieu, je voudrais faire quelque chose, mais je sais pas quoi faire. Et encore, vous êtes assez grand et baraqué. Et donc, c'est tout ce genre en fait de choses qu'on n'apprend pas du tout, que vous apprenez comme ça au hasard d'un podcast ou voilà. Et en fait, ça, il faudrait beaucoup plus l'apprendre aux jeunes filles parce que du coup, les garçons, il faut aussi apprendre aux garçons à effectivement venir se porter au secours à des gens qui en ont besoin. Et voilà, mais ça pour l'instant c'est que du hasard en fait quand vous apprenez ces choses-là. Il y a rien de compliqué. Je trouve ça assez triste d'envisager
la protection des femmes, là, en l'occurrence chauffeurs VTC, en passant uniquement par l'autodéfense. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions aussi? Il y a l'éducation des gens qui sont pas respectueux, oui. C'est ça. Mais ça, c'est Je pense que c'est la solution. Un chantier de longue haleine. Et aussi via le contrôle des clients. Donc sur les applications. Sur les applications. Quand le client a une fiche signalétique, je ne sais pas, moi, avec sa pièce d'identité, par exemple, sa carte bleue, avec un papier important qui fait qu'on peut le retracer, le retrouver, là, je trouve qu'il y a une sécurité quand même pour la chauffeur. Bah oui, une fois que si on sait, on a son adresse, on a son nom, on a, je sais pas, ce qu'on pourrait demander comme pièce d'identité pour une ouverture de compte sur une application, eh bien, ça quand même, ça sécurise. Il ne pourra pas faire n'importe quoi, par exemple. Donc, c'est plus sérieux. Vous voyez, s'il a envisagé de faire un truc, il y repenserait peut-être à 2 fois. Ah non, ils ont mes papiers, ils ont mon adresse, ils ont, je sais pas, ma carte bleue, ils ont... voilà, quoi. Ça, c'est important, je trouve. C'est hyper intéressant, parce que la sécurité, on le sait, c'est un des obstacles à la non-féminisation de ce métier. On l'a dit dès le début de l'émission. C'est aussi des problèmes liés à la sécurité. En tout cas, on s'imagine en insécurité quand on est en volant pour une femme. Je veux aussi parler des autres blocages liés à la non-féminisation de ce métier encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Neza, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez présidente de la partie, de la section féminine de l'association des VTC en France. Concrètement, quelle est votre perception de la situation? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le métier se féminise davantage? En fait, peut-être voir un peu, faire de la publicité, je ne sais pas, mais que les plateformes, par exemple, fassent du pub, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, comme je vous ai dit, qu'il y a une clientèle qui demande quand même des chauffeurs femmes, fassent un peu de publicité. Moi, j'en parle autour de moi, je parle à mes proches et aussi aux clientes. C'est vrai qu'ils me posent des questions, je leur dis que vous pouvez le faire, pour être honnête, c'est pas ce qu'on entend. On entend qu'il y a de l'agressivité. Une femme, c'est vrai que quand j'ai commencé au début, c'était très difficile parce qu'il y a eu des machos sur la route. Des gens qui veulent prendre, qui vont vous dépasser pour prendre, simplement pour venir devant vous. Donc, c'était des VTC, des chauffeurs de taxi qui étaient très agressifs. Il y a eu aussi simplement des personnes qui roulaient sur la route. C'était des particuliers qui roulaient sur la route. Donc, quand on voit que c'est une femme VTC, parfois, on vous fait en fait des remarques comme quoi t'as rien à faire ici. Donc, c'est vrai qu'il faut voir la femme qui veut faire ce métier-là. Il faut voir un caractère. Il faut vraiment une femme qui a du caractère et qu'elle aime conduire et voir du caractère, c'est très important parce qu'on peut gérer des situations parce que quand on n'a pas de caractère et qu'on est en fait intimidé 1 à 2 fois par jour, en fait on s'arrête très rapidement. Donc vous parlez de publicité au début, ça passe par la représentation bien évidemment. Pardon. Non, quand il y avait eu la campagne Itch, il y avait des pubs super sympas. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'était des campagnes pour le client. Je ne vois pas pourquoi ne pas faire ces campagnes, un 50-50, autant pour le client que pour les chauffeurs. Chauffeurs femmes, en l'occurrence. Avec des pubs aussi sympathiques que celles qui avaient été faites pour les passagers. Que moi, j'ai beaucoup aimé, j'étais très fan. Donc, faire la même chose, mais en montrant aux jeunes femmes, aux femmes, que c'est possible, qu'elles sont les bienvenues, que c'est pas si compliqué et que ça peut vraiment les intéresser pour le coup, d'être à leur compte, d'être libre dans la gestion de leur temps. Malheureusement, on vit dans des temps où il y a beaucoup peut-être de mamans célibataires qui ont besoin d'un revenu peut-être un peu plus important qu'un SMIC parce que c'est pas facile. Donc, en leur montrant que voilà, c'est possible, tu peux le faire. Il y en a qui l'ont fait. Vous pouvez nous prendre un exemple, ça, c'est pas grave. Et qu'on peut s'en sortir et vivre vraiment correctement et que voilà, c'est possible. Il y en a qui l'ont fait, c'est tout à fait possible. Et il faudrait peut-être que ça soit plus, plus vu par ces femmes-là.
Mais je pense que vous mettez à nouveau le doigt sur un point assez intéressant. Mais tout à fait. Tout à fait. Non, mais je lisais un article il n'y a pas très longtemps sur la prise en compte des mamans solo par les entreprises. Parce que, en fait, je crois que c'est 85% des cas, les familles monoparentales, ce sont des mamans avec des enfants. Et qui ont et en fait, c'est un aspirateur à pauvreté d'une puissance absolument inégalée. Parce que les pensions alimentaires ne sont pas tout le temps payées, etc., etc. Et je pense qu'effectivement, si on prend le problème d'une façon globale, c'est-à-dire non pas c'est juste un chauffeur, mais femme, mais par contre c'est quelqu'un qui a en fait un certain nombre de contraintes et je vais prendre en compte ces contraintes pour adapter et du coup faire que ça fonctionne vraiment bien pour elle. Dans ce cas-là, vous aurez en plus des chauffeurs qui seront fidélisés. Et je dis ça par exemple dans l'article que je lisais. Alors moi j'avoue que je m'étais pas posé la question en ces termes-là, mais il disait par exemple si vous êtes une entreprise, sachant qu'un quart des familles en fait aujourd'hui sont le divorce et avoir des enfants et être séparés, c'est très très courant. Il disait par exemple si c'est une maman solo, en fait on va doubler son nombre de jours congé enfant malade. Si on fait des séminaires le week-end, du coup on propose un package babysitter parce qu'elle n'a pas forcément ses parents juste à côté ou quelqu'un qui peut l'aider. En fait, se dire je vais tout adapter en fait pour les mamans solo. Du coup, vous allez aussi sans doute améliorer la condition des papas solos, qui sont là aussi un petit peu. En partant du plus faible, en fait, vous améliorez la condition pour tout le monde. Et je pense qu'effectivement, comme vous le disiez, quand on est une maman solo, ça peut être un très bon métier du moment qu'on lève quelques freins qui vont être, par exemple, que la banque ne va pas regarder votre dossier d'un très bon œil parce qu'il n'y a qu'un seul revenu et que c'est un revenu... peut-être que c'est juste apporter une garantie. Je pense que ça fait vraiment partie en fait, des questions à se poser. Mais on est très dans un modèle normatif en fait, dans nos réflexions à toutes et toutes sur n'importe quel sujet en fait. Sur le fait une famille, c'est un papa et une maman, etc. Non, il y a plein d'endroits, en fait, c'est des familles recomposées. On se rend compte que la société, elle a aussi évolué et que pour certains trucs, le régulateur n'a pas réfléchi ou l'entreprise n'a juste pas intégré ça. Et vous avez certaines entreprises dans lesquelles ça a bougé parce que c'est justement une maman solo qui est arrivée en haut et qui a dit « Attendez, mais moi, j'ai déjà expérimenté tout ça. Ça coûte pas grand-chose et ça change la donne. » quoi. Est-ce qu'il y a des actions concrètes dans le monde des transports qui ont été faites pour féminiser ces métiers ? Vous travaillez par exemple avec la SNCF. Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont faites dans ce sens-là ? Par exemple, la SNCF, ils ont une action extrêmement concrète, très intéressante, c'est qu'ils voulaient faire venir... En fait, aujourd'hui, à la SNCF, les femmes de la SNCF, elles sont surtout au contact client, derrière le guichet. D'accord ? Et avec les applications, les gens achètent leurs billets tout seuls et donc il y a de moins en moins besoin de ces gens-là. Et du coup, ils se sont dit, on a déjà du mal à féminiser l'entreprise. Si en plus ces métiers-là, qui sont les métiers féminins, disparaissent, ça va être encore pire que tout. Donc, il faut faire venir des femmes aux métiers techniques. Donc, ils ont essayé de faire venir des femmes pour tout ce qui est entretien, de voirie, matériel roulant et tout. Et les femmes leur ont dit, écoutez, c'est sympa les gars, mais nous, les gants, par exemple les gants, c'est toujours des tailles 8 et nous en fait on fait un 6, un 6,5 moi je fais du 7, j'ai des mains tout à fait raisonnables et puis les chaussures de sécurité ça commence au 42 cette bonne blague et comme c'était la SNCF qu'ils ont un pouvoir quand ils commandent des gants ils commandent pas une paire, ils en commandent 10 000 du coup ils ont appelé leur fournisseur, ils ont dit vous allez nous faire maintenant des vêtements de sécurité, tous les équipements vous les faites aussi en taille fillette entre guillemets quoi. Et donc du coup la petite anecdote rigolote c'est qu'il y avait un haut patron de la SNCF en fait lui il faisait un 39 fillette et donc du coup ça faisait 20 ans qu'il se baladait sur les chantiers avec des chaussures de sécurité qui faisaient 3 fois sa taille et grâce en fait à cette action de SNCF, alors ça s'appelait SNCF au féminin, maintenant ça s'appelle SNCF mixité, et bien maintenant même les messieurs qui font des petits pieds en fait ont des chaussures de sécurité à leur taille. Donc quand on améliore la condition des femmes, on améliore aussi la condition des hommes. Et quelles sont les actions qu'on pourrait adapter au monde du VTC ? Je pense que le point qu'a nommé Lala sur la sécurité, c'est un vrai point. Et puis après, effectivement, en fait, je pense que non, mais il faut faire quelque chose. Là, vous avez plein de bonnes idées. La campagne de pub, la campagne de pub pour dire effectivement, au-delà de ce podcast qui aujourd'hui est déjà une première avancée, puisque du coup, vous êtes là, vous témoignez, vous dites que ça vous plaît et que vous y épanouissez. C'est effectivement mettre plus en avant en fait ces rôles modèles et plus ça ira. En fait.
ce qu'il faut avoir en tête comme proportion, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir la parité pour que quelque chose change. Il faut qu'il y ait 30% de l'un ou de l'autre. Et à partir du moment où vous avez 30%, vous êtes suffisamment nombreux pour pouvoir porter en fait un message qui ne va plus être dissonant, mais qui va être adapté par une quantité suffisante. Donc du coup, voilà, faut effectivement mettre des efforts supplémentaires sur ça, faire et puis relever les difficultés. Et je pense que le fait de la maman solo, peut-être que c'est juste en fait d'avoir une garantie à la banque pour pouvoir se lancer. Mais en fait, ces mamans-là, si moi je suis une maman solo, que je suis pas très téméraire comme je le suis, et que j'ai mon petit SMIC ou un peu plus, et que j'ai mes enfants comme ça, peut-être que je sauterai pas le pas. J'aurai peur parce que j'ai une sécurité. Et ça m'empêchera peut-être de mettre mes petits en danger, etc. Mais par contre, si je vois que je peux avoir un accompagnement, que ma formation peut-être peut être prise en charge en partie, ou en me disant, bon, vous allez avoir un accompagnement qui va durer sur tant de mois. Pour la formation, on va voir avec le Pôle emploi, par exemple, qui est des gens qui vous boostent un petit peu, qui vous motivent, qui vous rassurent, en vous disant, bon voilà, ça va durer tant de temps. Vous allez avoir un accompagnement pour la formation. Votre formation, vous l'avez en tant de temps, votre cadre sera délivré. Pour les véhicules, on travaille avec telle enseigne qui peuvent mettre un véhicule à votre disposition dès que vous aurez votre carte, etc. Et si elles ont ça, si elles voient que c'est possible, elles ne sauteront pas. Ouais, donc ça passe aussi par une action gouvernementale, peut-être. Il faut vraiment un accompagnement de ces femmes, qu'elles puissent se dire, bon, bah, là, j'ai une garantie, parce qu'on me dit que je peux le faire. Donc, je peux prendre le risque de souffrir quelques mois, peut-être, à manger des pâtes, comme je disais, mes enfants sont presque bilingues italiens. Mais je peux, en fait, au bout d'1 an, par exemple, je peux complètement percevoir ma vie autrement et avoir d'autres projets et vivre beaucoup mieux que ce que je vis là dans ma petite sécurité un peu étriquée, on va dire. Néza, dernière question. Quels sont les conseils que vous donneriez aux femmes qui veulent se lancer dans ces métiers? Des conseils très concrets à celles qui nous écoutent. Alors, je leur dirais que, en fait, c'est vrai que pour la formation aujourd'hui, elle est abordable. C'est vrai qu'il y a des aides, il y a des sociétés qui font en fait des crédits. Il y a l'ADI aussi, l'ADI qui aide aussi les chauffeurs VTC à avoir un apport pour acheter un véhicule et créer la société ou auto-entrepreneur, enfin ce qu'on veut. Et donc aujourd'hui, moi je pense que c'est abordable et c'est tout à fait possible, même pour quelqu'un qui a des enfants, comme ma collègue a dit. Donc en gardant son métier, on peut se lancer parce qu'on peut travailler la nuit. Donc essayer voir est-ce que c'est rentable ou pas. Comme vous l'aviez fait vous d'ailleurs. Tout à fait, donc on peut le faire en fait en gardant son emploi actuel et donc se lancer dans ce métier-là, c'est tout à fait possible. Eh bien, merci à toutes les trois d'avoir été mes invités, les invités de Kit Main Libre. Et je peux m'empêcher de clôturer cette émission en citant la célèbre Amelia Earhart, aviatrice américaine qui a su s'imposer dans un monde très masculin de l'aviation au 19e siècle. Comme les hommes, les femmes doivent tenter de réussir si elles échouent. Leur échec doit être un défi pour d'autres femmes. Prenez soin de vous, à très vite.